Comment résoudre le puzzle sans cesse actualisé par les terroristes au Sahel? Voilà la préoccupation première des États membres du 5 Sahel à travers le sommet de N'Djamena qui s'est déroulé de lundi à mardi. Idriss Déby Itno, président du Tchad, a en marge du dit sommet annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Était aussi présent à ce sommet avec les 5 pays du Sahel, à la France, dont le président Emmanuel Macron a échangé par visioconférence avec ses homologues. La France ne compte pas réduire dans l'immédiat les effectifs de l'opération Barkhane qui mobilise actuellement 5100 soldats, a affirmé ce mardi le président français. Il a néanmoins ouvert la voie à une baisse progressive de la présence militaire française dans la région. Sommet de N'Djamena sur le terrorisme au Sahel. Des conclusions pour en finir avec la nébuleuse. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Souleymane Amzat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes consultant en problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci d'être là. Nous allons démarrer donc avec ce sommet-là qui était très attendu, un an après le sommet de Pau en France où les chefs d'État du 5 Sahel étaient donc avec le président Macron. Cette fois-ci, c'est à N'Djamena. Macron n'a pas pu se déplacer, sans doute à cause des restrictions sanitaires en ce moment dues au Covid. Ce sommet-là, est-ce que c'était déjà important de le tenir à N'Djamena, Souleymane Amzat? Merci déjà de nous recevoir et de nous permettre de débattre des problèmes souvent liés à l'Afrique, en particulier celui du terrorisme et de la sécurité. Je voudrais déjà m'indigner contre le fait que le président Macron ne s'est pas déplacé à ce sommet. C'est un sommet de haute importance, au cours duquel d'ailleurs il y a une problématique liée au rejet des populations de l'installation de l'armée française de manière perpétuelle, disons même éternelle, sur les théâtres d'opération en Afrique. Ce problème a été mis de côté et on en est arrivé à une conclusion, mais qui plus ou moins n'a rien ajouté à la sauce. Parce que le fait qu'il ne soit pas venu sous prétexte de la maladie, bon, cette pandémie qui est devenue une sorte d'excuse pour beaucoup de chefs d'État pour éviter d'aller à certains sommets. C'est quand même, le Sahel est devenu un enjeu majeur, n'est-ce pas, pour les générations futures en Afrique. Et pour notre génération en particulier, parce qu'il s'agit de notre époque et qu'il faille trouver des solutions pour éradiquer le mal. Mais on sent que ce sommet-là est passé complètement à côté des réalités. Alors, Lamine Cissé, est-ce que déjà on peut, on va dire, critiquer l'absence de Macron? Il faut avouer que en France actuellement, la situation, notamment la seconde vague du Covid, est extrêmement sérieuse et que les problèmes français engagent le président de la France et que avec aujourd'hui les technologies, et c'était comme s'il était à N'Djamena, il a pu discuter et voir donc tous les chefs d'État membres du 5 Sahel. Est-ce que quelque part c'est pas normal aussi? Je crois que à mon bon humble avis, c'est l'efficacité de la conférence qui m'intéresse. Évidemment, je comprends un peu Souleymane Amzat, puisque les causes profondes du problème au Sahel, la France est intimement liée. C'est comme s'il ne tenait pas une importance particulière. Mais hormis tout cela, moi, c'est l'efficacité. Ce qui est sorti du sommet, c'est ce qui est important à mon humble avis. Et le sommet de Pau, c'était bander les muscles pour pouvoir régler les problèmes militairement. Alors, dans la discussion, on va dire qu'est-ce qui a été fait depuis un an. Parce que ça fait 8 ans que le problème est extrêmement tendu. Qu'est-ce qui a été fait depuis un an? Mais ce sommet-là a apporté quoi de nouveau? Je crois que c'est autour de ces thématiques-là qu'il faut suivre le sommet. Il a dit une chose qui est aussi importante pour dire que la présence française, d'une façon durable, a un impact social sur, n'est-ce pas, la conscience populaire. Ça aussi, c'est vrai.
Même Macron en est conscient et les populations françaises en est conscient. On va en discuter. Alors, donc, moi, c'est ce que je voudrais tenir et que c'est tenu en Afrique, chez nous, et dans un pays qui est militairement engagé sur le terrain, qui est le Tchad. Alors, au cours de ce sommet-là, il y a eu donc, on va dire, beaucoup de prises de parole. Il y a par exemple le président tchadien qui a estimé que le problème du terrorisme était encore chaque fois un peu plus accru. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Et si oui, qu'est-ce qui manque notamment à des armées aussi bien structurées que le Tchad ou peut-être aussi le Nigeria, vous en conviendrez peut-être avec moi, pour proposer des solutions pratiques pour résorber ou tout au moins ne pas permettre à cela de s'étendre? Déjà, je suis complètement d'avis avec le président tchadien sur le fait que le terrorisme ne s'est pas non seulement empiré, mais la situation s'est totalement dégradée dans le Sahel. En particulier dans la zone où il envoie les 1200 soldats, la zone des trois frontières. Mais la solution, j'ai comme l'impression qu'on joue sur deux tableaux. On joue sur le tableau du terrorisme quand cela vous arrange par rapport aux réalités politiques que vous vivez dans votre pays. Parce que le président Déby est quand même, il faut le reconnaître et saluer, n'est-ce pas, l'un des chefs d'État qui s'est battu ouvertement contre le terrorisme. Il a un de ses fils qui a failli, n'est-ce pas, laisser sa vie sur un champ de bataille, sur un théâtre d'opération. Et lui-même s'est porté, n'est-ce pas, à Boma. Vous vous souvenez à l'époque où les soldats tchadiens ont été blessés, lui-même est allé au front et a remis de l'ordre. Mais il savait souvent il y a quelque chose que nous ne comprenons pas sur le plan politique. C'est que vous posez des actes, les actes n'accompagnent pas la parole par la suite. Il y a trop. Vous vous souvenez, on a tenu un plateau ici il y a 2 ans avec votre collègue qui était directeur, je ne me rappelle plus son nom. Et on a tenu une discussion ici lors de laquelle on a parlé du financement du G5 Sahel. Je vous ai dit que je mets au défi, je vous l'ai dit ici, les bandes sont là, vous pouvez les rejouer, qui n'aura aucun financement. Ça ne viendra jamais. Ils feront rien, ils feront que dalle pour financer, n'est-ce pas, les troupes africaines. Cet argent-là ira certainement à leurs troupes. Et quand vous voyez, quand je parlais de 2 tableaux, le président Déby a émis, n'est-ce pas, le souhait, l'idée même, d'avoir une force d'interposition africaine, une force de réaction africaine qui puisse permettre, n'est-ce pas, un temps soit peu de pallier à nos problèmes personnels. On n'est pas obligé tout le temps de tendre la main à la France pour attendre de l'aide, attendre du matériel et attendre des soldats. Non, ce n'était pas le cas. Et quand vous voyez, on a comment l'impression que la France ne veut plus tellement se mouiller dans cette affaire-là. Et les 1200 soldats tchadiens qui vont dans cette partie-là, n'est-ce pas, du Sahel, c'est un bonus, c'est alléluia pour la France, parce qu'elle fera moins de morts dans ses rangs. Et ça, il va falloir que nos chefs d'État, comme je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, prennent la responsabilité, n'est-ce pas, d'aller tout droit, n'est-ce pas, vers les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir la création de cette armée-là, pour lutter contre le terrorisme, et éventuellement mettre en place les mécanismes de financement qui permettra à cette armée-là, ou bien à cette troupe-là, d'être totalement indépendante des forces étrangères. Et cela, c'est possible, c'est faisable. Parce que le maréchal même nous l'a prouvé. Alors, les 1200 hommes déployés dans la zone des 3 frontières, déjà, c'était attendu ou espéré depuis visiblement un sommet de pause. C'est maintenant que c'est effectif. On a vu les ministres de la Défense des 5 pays du 5 Sahel sur le terrain avec les hommes pour essayer de mobiliser et galvaniser la troupe. Est-ce que selon vous, ça fait partie des solutions pour résoudre Oui, vous savez, les forces militaires, oui. Je suis avec un expert en la matière. Les forces militaires sont indispensables pour régler le problème, mais organisées dans la méthode de la structuration. C'est extrêmement important. Mais vous
vous savez, il faut saluer le Tchad, hein. Il faut saluer le président Déby. C'est pourquoi attaquer son pays, quelquefois, j'ai des difficultés pour attaquer son pays, pour attaquer sa démocratie. Parce que c'est un pays spécifique. Et c'est un homme qui est prêt à mourir pour son pays et pour l'Afrique. Regarde tous les morts qu'ils ont au Mali, sur le théâtre du Mali. Les Tchadiens ont été vraiment victimes. Ils ont perdu énormément de soldats, mais ils ont fait un travail formidable. Alors donc, je pense que ce volet-là est important. Mais il faut aller à une analyse beaucoup plus profonde de la situation du Sahel. Il y a l'enjeu géopolitique et l'enjeu géoéconomique. Celui qui ne dit pas ça n'a pas dit ce qui se passe. Quand vous analysez les enjeux géopolitiques, c'est une occupation. Il faut que le Sahel soit occupé parce que le Sahel, géoéconomiquement, le Sahel est une mine d'or. Ça, c'est depuis 1958. Le fameux discours du président de l'AOF, le président Houphouët-Boigny, qui disait à cette époque que les ressources qui se trouvent au Sahel peuvent nourrir toute la France et toute l'Afrique. En ce moment, c'était des territoires occupés, c'était la France. Alors donc, 58 à maintenant, on a compris que l'enjeu, c'est économique. Bon, maintenant, si l'enjeu est économique, qu'est-ce qui a l'intérêt dans le Sahel, en réalité? C'est toutes les puissances économiques qui ont intérêt. Mais qu'est-ce qui a la même mise sur le Sahel? C'est la France. C'est la France. Et qu'est-ce qui a mélangé le Sahel? C'est la France. Parce que quand je dis qu'est-ce qui a mélangé le Sahel, nous étions en train de régler le problème d'Azawad, tout ça là, mais ce n'était pas exacerbé au moment où la France, avec ses alliés, ont détruit la Libye et ils ont laissé les Libyens aux Libyens. Parce que le problème de la Libye n'est pas encore réglé. Les gens oublient cela, c'est extrêmement important. Quand il a détruit la Libye, mais les forces se sont organisées, parce que quand Kadhafi était là, ces djihadistes, tout ça là, ils n'allaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas bouger, c'est pas possible. Ils ont détruit, les armes ont circulé, et le Sahel est devenu un enjeu de terrorisme international, trafic de drogue, trafic d'armes. Ils le savent, la France le sait. Et quand on dit la France a perdu 50 soldats, moi je dis mais c'est minime par rapport aux dégâts qu'il a causés aux Africains. C'est minime, il n'a rien perdu. C'est la France qui a une responsabilité de régler ce problème-là. Mais cette responsabilité-là, il faut le régler tout en étant présent. C'est ça leur stratégie. Réglons, mais tout en étant présent. Parce que les enjeux, c'est-à-dire que l'intérêt que la France a... Prenons le Niger d'ailleurs. L'uranium du Niger. La France ne va jamais laisser ça à d'autres personnes. C'est pas possible. Alors maintenant, quand on voit le Burkina Faso lui-même, c'est-à-dire que quand vous analysez sur les facteurs endogènes, mais les facteurs exogènes, mais les facteurs endogènes, nous avons vu au Burkina Faso un jeune révolutionnaire qui veut amener le Burkina vers le développement. Ils l'ont assassiné. Ce n'est pas encore élucidé. Qui l'ont assassiné? Qui sont les commanditaires? On a dit la France, on a dit la main de la France elle est là, et la main des néocoloniaux africains était dedans aussi. Donc le Burkina Faso, vous voyez, le Burkina Faso, Blaise Compaoré venait extraire, il est frappé de plein pied. Ce problème-là n'est pas encore réglé. Vous quittez le Burkina Faso, vous allez dans quel pays? Le Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali actuellement? Donc, nous avons nous-mêmes, dans nos pays, il y a un problème de gouvernance politique et de gouvernance économique. Donc, ces deux volets-là, combinés, le problème du terrorisme, le terrorisme a un terrain fertile. Parce que quand la France avait arrêté les touristes d'aller vers Bamako, ils les ont amenés jusqu'au nord. Mais la France avait la possibilité de les désarmer tous. Il a dit non, au gouvernement là, vous allez négocier. C'est ça une erreur stratégique énorme. Donc nous sommes face à un dilemme actuellement. Il faut que, je rejoins un peu Suleiman, il faut que les États prennent les taureaux par les cornes, nos États eux-mêmes. Parce que nos États, ils n'ont qu'à arrêter de faire des divisions internes. C'est-à-dire que d'exclure, de prendre des constitutions pour faire la dictature, de mal gouverner nos pays, etc. etc. C'est pourquoi le sommet de N'Djamena, là, tu vois, il y a une évolution par rapport au sommet de Pau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il faut qu'il y ait la diplomatie,
diplomatie, développement, et puis puissance militaire. Pourquoi développement? Parce qu'il y a plus de 2 millions de déplacés. Pourquoi développement? Parce que les endroits où il y a le nid du terrorisme, c'est la pauvreté qui sévit. Mais quelle est la première responsabilité de cette pauvreté? Ce sont nos gouvernants. Donc, vraiment, il y a tout un tas. C'est-à-dire qu'il faut combiner tout cela et faire une analyse pointue de la situation. C'est pourquoi j'ai dit la responsabilité de la CEDEAO, la responsabilité de l'Union africaine est totalement engagée dans ce combat-là. Mais c'est comme si l'Afrique n'existe pas dans ce combat-là. C'est comme si il faut attendre tout de l'extérieur pour pouvoir régler ce problème-là. Alors que l'extérieur est à 80% responsable de tout ce qui se passe dans le Sahel. N'y a-t-il pas lieu de pointer aussi la responsabilité des dirigeants africains? Les pays membres du 5 Sahel, on sait que là où prospèrent des constitutions respectées, il n'y en a quasiment pas sur le continent. Dans ces conditions-là, est-ce que les chefs d'État, par leur gouvernance, ne favorisent pas déjà eux-mêmes ou ne financent-ils pas, entre griffes, les activités terroristes ou en permettant donc que ces activités prospèrent grâce déjà à leur mode de gouvernance qui souvent exclut des millions de leurs concitoyens? Je pense qu'il faut voir le problème sous cet angle-là, plutôt stratégique, oui, technique. La lutte contre le terrorisme passe par non seulement la formation des hommes, l'équipement, le renseignement, qui est la clé du chef, et les stratégies d'éradication du terrorisme. Je veux mettre dans les stratégies d'éradication du terrorisme, et là je donne raison à mon co-débatteur, et ce n'est pas un débat nouveau, que les questions de développement doivent être au cœur, n'est-ce pas, de l'action, des actions menées par nos chefs d'État. Ça fait 8 ans que le Sahel est dans un désordre total, n'est-ce pas? Et on se rend compte que on a tendance à vouloir tout privilégier militaire. J'ai souvent dit que quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, ils retourneront jouer à la table des négociations. Et j'ai entendu le président français, qui, même bien avant même la fin du sommet, qui s'est livré à une interview genre, montrait qu'il a encore les commandes du Sahel, en disant, bon, nous, la France, nous n'en verrons plus. Il n'y aura plus de soldats en complément, et il n'y en aura pas moins. Qu'est-ce que les peuples africains demandent? Le départ de la force française. Et je vais vous dire pourquoi les populations africaines demandent le départ de la force française. Prenons uniquement l'opération Barkhane. Il est dit par le Sénat, et j'ai suivi sur une de vos sœurs télévision, une de vos sœurs, une télévision sœur à vous, j'ai suivi un débat durant lequel on nous parle de 2 milliards d'euros de financement de la force Barkhane. Quel est le poids par rapport au financement du développement de ces zones-là? Si vous avez 1 milliard à mettre dans la guerre, pourquoi vous ne donnez pas ça pour le développement? Alors, il y a un amalgame. Et nous, on se pose des questions de savoir, mais à quel jeu joue la France? Il va encore loin. Et là, franchement, je suis désolé de le dire, mais c'est nous prendre pour des briques de 12, comme je l'ai souvent dit ici. Il dit, non, que tout le monde n'est pas terroriste. Et qu'il y a des conflits ethniques. Mais qu'est-ce qui a engendré ces conflits ethniques? Quelle a été la base même de ce désordre qui est allé vers les ethnies? C'est le terrorisme, le manque de développement, le chômage et tout ce que nous connaissons. Le manque de développement, le chômage, sont-ils la faute de la France, n'est-ce pas? Donc, je dis bien sûr de nos gouvernants. C'est la faute, je l'ai dit à l'entame de cette question, c'est la faute à nos gouvernants. C'est une question de... Je vous donne le cas du Nigeria, sous le président Buhari, où c'est que... non, sous le président Jonathan, où c'est que le chef des services de renseignement a été arrêté pour détournement de fonds. Je parle de Bukola Saraki. Il est toujours en détention à ce jour.
Et ces fonds qui lui étaient alloués, c'était dans la recherche du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Bon, quand vous prenez des centaines de milliards comme ça, dans le cas du Niger, c'est encore un autre cas sur lequel on peut opiner des heures. Oui, c'est que les fonds c'est-à-dire attribués à l'équipement, des centaines de milliards sont partis en fumée. Et les chefs d'État sont toujours en place. Il n'y a jamais eu une commission d'enquête qui a pu élucider, n'est-ce pas, en dehors de celui du Nigeria, ces faits. Mais je reviendrai sur un fait particulier. Je viens du Nigeria, n'est-ce pas, où c'est que le chef de l'État a balayé toute composante de lutte contre le terrorisme. L'état-major a été nettoyé. Tout le commandement militaire a été carrément mis de côté. Et il a fixé un ultimatum. Allez maintenant dans les zones du Nord. Les gens commencent par à retourner dans leur village. J'étais à Makera. Je suis allé jusque là-bas pour aller me renseigner. Je me suis rendu compte que, auparavant, selon les dires des populations, il y avait des barrières à tous les kilomètres. Mais là, tout a été levé progressivement. Et ceux qui ont actuellement à charge de la lutte contre le terrorisme, il n'y a plus de détails. Hein. L'armée de l'air est rentrée dans le jeu. La marine est rentrée dans le jeu. Encore que ce n'est pas une zone machin. Tout le monde s'est mis dans le jeu. Pour maintenant, de manière définitive, affronter Boko Haram. Et ça donne les résultats que nous avons. Ça dit qu'il s'est rendu certainement compte que au niveau de la gestion, n'est-ce pas, des fonds, il y a un laxisme. Il y a problème. Donc, je reviens entièrement sur ce que dit mon co-débatteur, et je suis entièrement d'accord avec lui que les questions de développement sont des questions de premier ordre. Et venant de la France, quand j'entendais le président Macron dire, je me suis dit, mais ça fait 8 ans que vous en parlez, vous faites que dalle. Ça fait 8 ans qu'ils en parlent. Depuis qu'ils parlent de ça, est-ce que ceux qui sont dans le Sahel ont eu de l'eau? Moi, j'ai vécu dans un village où il n'y a ni électricité, ni eau, ni dispensaire, rien du tout. Or, beaucoup, comment ça s'appelle déjà? C'est un village qui n'est pas loin de Makera, au Nigeria. Il n'y a rien du tout. Et il y a une population d'environ 2000 hommes. Ça dit que si les terroristes tombaient sur un genre de village pareil comme moi, ils massacrent tout le monde. Il n'y a même pas un soldat. Mais rendez-vous compte, ça veut dire que ceux qui sont dans les capitales, là, ils se foutent pas mal de nos populations qui sont dans les zones retranchées. Et je voudrais profiter de votre plateau pour attirer l'attention du Bénin et du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et la Côte d'Ivoire en particulier, sur la dépêche de la DGSE qui dit qu'ils ont l'intention. C'est eux qui savent, nous on ne sait pas. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à savoir que les terroristes ont l'intention d'aller attaquer nos pays. En matière de renseignement, c'est plus évolué que nous. Je ne viens pas vous dire où se trouve votre matelas. Je l'ai souvent répété, c'est un thème qui m'est familier. Vous connaissez votre maison mieux que moi. Vous êtes d'accord qu'en termes de renseignement... Vous connaissez votre maison mieux que moi. S'ils sont aussi équipés, qu'ils ont les moyens qu'il faut, comme ils le disent, pourquoi ils appellent les Américains en renfort pour quadriller le terrain? Je parle de la France. Donc, mieux. Donc, selon vous, la France n'a pas les moyens de se renseigner mieux que les États africains. Je vous donne l'exemple. Oui, non, je vous donne un exemple. Je vous pose une question. Répondez à ma question. Selon vous, est-ce que la France n'a pas les moyens de se renseigner? La France paie les pédales. Ça fait 8 ans qu'elle paie les pédales. Donc la France n'a pas les moyens de se renseigner. La France a un système de renseignement. La DGSE est connue pour des coups fourrés. Mais pas dans le sens d'aider un pays africain. D'accord, on vous aura compris. Alors, ils le font quand ça les arrange. Vous voyez, permettez que je vous prenne 30 secondes. Comment la France a-t-elle été au courant qu'il y avait une unité qui partait de la Libye qui attaquait le Tchad? Et cette unité-là, vous vous souvenez, elle a été totalement mise. Frappée. Les drones là qui traînent dans Bamako, à Tessalit, à Gao, ces drones-là ne trouvent jamais les terroristes. Soyons sérieux. Vous savez, le terrorisme, quand on l'analyse, on a souvent, ça me fait mal quand on lit ça à l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que... Et je suis entièrement d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est que les gens utilisent le mot islamisme pour
pouvoir opérer de sales besognes. Parce qu'il est interdit de faire trafic de drogue, trafic d'armes, de tuer. On dit quand tu tues, dans le Coran, quand tu tues une âme, c'est comme si tu as exprès. C'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Quand tu sauves une âme, c'est comme si tu as sauvé l'humanité tout entière. Comment celui qui se réclame de cette religion-là puisse prendre les armes, aller dans le marché, tuer des innocents qui sont en train de chercher le quotidien? Qui tuent encore des musulmans. Oui, des musulmans. Bombardent des mosquées. Et qui mettent les bombes dans la mosquée. Non, c'est autre chose. Il ne faut même pas qu'on lit ça. Maintenant, le terrorisme, quand on l'analyse, et vous pensez que la plupart de nos chefs d'État, nos chefs d'État africains ne sont pas des terroristes. Si, ce sont des terroristes. Vous savez, le terrorisme, ça tue. Et il y a plusieurs manières de tuer. Les gens qui prennent les armes pour aller tuer les gens. Mais les gens qui tuent l'économie d'un pays sont beaucoup plus terroristes parce qu'eux, ils créent le terrorisme armé. Vous savez, quand vous avez en charge de gouverner un pays, vous imposez la dictature, vous privez les 80% des populations des ressources. Quand tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Quand tu veux manger, tu ne manges pas à ta faim. Tu es dans la famine, tu es dans la galère. Tu finis d'étudier, tu n'as pas de... Mais c'est du terrorisme. Ces gens-là sont en train de lutter contre une autre forme de terrorisme qui est beaucoup plus grave. Et ceux-là qui luttent contre tous ces facteurs, cette oppression sociale, n'est-ce pas? Tu veux te marier, tu ne peux pas te marier. Tu veux avoir un habitat, un logement, tu n'as pas. Ceux qui sont les facteurs, les acteurs de cette situation, de cette misère, sont des terroristes. Et le nid du terrorisme, c'est eux qui créent le terrorisme armé également. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui ont pris des armes parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger. On leur propose, voilà. Vous prenez le delta du Niger, vous prenez le Nigeria. Avant Boko Haram, qu'est-ce qui s'est passé? Ce pétrole qui était exploité et qui souillait l'environnement, qui détruisait l'environnement, qui ne permettait même pas aux pêcheurs d'aller pêcher. Parce que les eaux sont souillées, leurs terres, ils ne pourront pas cultiver. Et ces gens-là, à la place de cela, vous ne donnez rien. Alors, quand vous dites terrorisme également, vous avez dit tout à l'heure quels sont les facteurs. Est-ce que ce ne sont pas nos chefs d'État? J'ai dit non, oui, nos chefs d'État ont une responsabilité engagée. Mais nos ressources sont dans la main de qui? Nos pétroles, nos gaz, etc. sont dans la main de qui? Avec la complicité de nos chefs d'État. Oui, d'accord. C'est pourquoi j'ai dit la responsabilité majeure. Non, la responsabilité... C'est pour les Africains. Non, quand vous dites les Africains, les populations n'ont rien à voir par rapport à ça. Moi, je ne veux pas ça, toi, tu ne veux pas ça. Et c'est les 95% des populations africaines ne veulent pas de cela. Mais quels sont les leviers qu'ils ont? Il faut qu'ils versent dans la rébellion ou bien qu'ils créent une révolution populaire. C'est ça, une révolution populaire comme le Mali l'a fait. Ça, c'est en cours. Alors, si vous voulez... Prenez pas le cas du Bénin ici, par exemple. Il y a un conflit énorme au niveau de la classe politique. Et vous pensez que ce conflit-là n'est pas un nid. C'est-à-dire que ce conflit-là, est-ce que ça n'a pas d'impact sur le comportement des populations? Est-ce que ce n'est pas une faille pour que les terrorismes s'engouffrent? C'est une faille parce qu'entre nous, on ne s'entend pas. Et on ne s'entend pas sur l'injustice. On s'entend sur l'injustice, mais on ne s'entend pas sur la justice. C'est ça le problème fondamental. Donc dans tous nos pays-là, ce sont ces fébrilités, ces failles-là qui font que, je dis, quand on analyse le terrorisme, il faut les causes profondes, les causes principales sont multidimensionnelles. Et ça rejoint, n'est-ce pas, un peu ce que tu es en train de dire. Aujourd'hui, on ne peut pas gérer le problème du terrorisme sans qu'on s'attaque au problème de gouvernance locale. Si ce problème n'est pas réglé, quelque armée qu'on amènera. Vous avez vu au Niger, par exemple, quand on accuse, n'est-ce pas, toute une armée de détourner plus de 100 milliards, je ne sais pas, 1200 milliards. Mais c'est la catastrophe. Alors qu'on est en train de tuer les gens sur le champ de bataille. Ça aussi, c'est une forme de corruption. Et nos armées ne sont pas exemptes de cela. Mais quand on parle d'armée, qui est le chef de l'armée? C'est le président de la République qui est le chef de l'armée. Donc sa responsabilité est engagée. Qu'est-ce que la population a à voir dans tout cela? Donc voilà un peu les pistes de réflexion sur lesquelles il faut se lever pour trouver des problèmes. Alors, on a demandé au chef d'État s'il était aussi question de parler négociation avec les terroristes. On sait que dans certains pays, des chefs d'État ont ouvertement avancé le fait qu'ils seraient disposés
à discuter avec ces groupes-là qui ont envie d'aller à des tables de négociation, notamment au Burkina Faso. On sait que le président Kaboré n'exclut pas totalement la possibilité de parler avec ceux qui voudraient parler. Est-ce que selon vous, c'était à l'agenda de ce sommet-là? Visiblement, le président nigérien a éludé la question quand on la lui a posée. Est-ce que selon vous, ce n'est pas aussi des pistes immédiates qu'il faut emprunter pour en finir avec un mal que personne n'arrive à gérer? Les plus grandes nations au monde ont été frappées par le terrorisme et continuent d'être frappées par le terrorisme. Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de bomber le torse et se ranger et aller à des tables de négociation? La négociation est le socle qui paraphe, n'est-ce pas, la fin de toute guerre. Vous voyez? Mais le problème n'est pas d'aller à la négociation avec des terroristes, encore qu'il y a des États qui refusent de discuter avec les terroristes. Et moi, je suis de ceux qui pensent, et j'estime qu'il faut privilégier la négociation et le dialogue avec des factions qui, comme le disait quelqu'un hier, je ne cite pas son nom, peuvent être des factions qui ont des revendications, par exemple, ethniques, liées, par exemple, au sous-développement, liées à l'économie, etc., au social. Mais vous n'allez pas négocier avec des gens qui prennent des armes. Je veux parler de l'État islamique, par exemple, de Boko Haram, et qui décident, vous ne discutez pas avec ces gens-là. Il n'y a aucune discussion à avoir avec eux. Il faut y aller, mais de la méthode la plus forte. Et marquer le point et leur faire savoir que ce genre de comportement n'est plus de notre époque. Mais le deuxième paramètre, c'est le manque de compréhension de ce que c'est que le terrorisme lui-même de la part de nos populations. Et ça, il y a un flou qui est géré par nos gouvernants et qui empêche réellement de voir quels sont les enjeux du terrorisme et les impacts sur la population. Je prends le Niger où les terroristes sont partis de je ne sais où, ont traversé tout le désert, sont allés sur une base, ont frappé durant des heures cette base-là, ont fait d'énormes morts, de près de 180 et quelques morts. C'est quand même inimaginable. Quand vous installez une base, n'est-ce pas, et qu'il s'agit de sécurité, vous mettez des points de sécurisation de cette base-là sur, je ne sais pas, 50, 100, 150, 200 kilomètres, qui vous permettent de dire, ah, attention, j'ai vu passer M. Hamzat avec pick-up armé, machin, tout ça. Et ça met le camp en alerte. Vous imaginez que ces gens-là viennent comme s'ils allaient au marché. Ils viennent juste sur un camp. Ils frappent le camp, ils tuent tout le monde là. C'est pas sérieux. Ça n'a pas l'air de quelque chose de sérieux. Et de plus en plus, je dis, il faut arrêter de former, de faire de nos officiers des Saint-Syriens. Envoyez-les à Moscou, au Vietnam, dans des pays qui sont face réellement au terrorisme. À Moscou, je ne sais pas, dans les casernes où vous savez que là, l'Algérie, par exemple, a fait... ils ont un potentiel, mais énorme, en matière de lutte contre le terrorisme. Et je réitère mon appel. Les autorités béninoises et ivoiriennes doivent avoir les oreilles, les yeux grands ouverts. Parce que quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. On ne sait pas quand ça finit. Et les problèmes de développement, qu'ils arrêtent de se faire dicter par la France ce qu'ils doivent faire. En matière de financement du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, je vous ai donné ici un exemple. Chaque pays, en tout cas ceux qui sont des pays qui sont producteurs de pétrole, mais ils ont une manne énorme. Et 0,1% des recettes de la vente de ce pétrole-là peuvent servir à faire beaucoup de choses. L'Union africaine, c'est une chambre d'enregistrement. J'ose croire qu'avec la prise, n'est-ce pas, de la présidence du G5 Sahel par le président Idriss Déby Itno, dont l'ancien ministre est le président de la Commission de l'Union africaine, je crois que c'est ça. Mais je veux parler de Moussa Faki. J'espère qu'ils vont pouvoir coordonner, n'est-ce pas, leurs actions en vue de la création réelle de cette force
qui est en attente, et donc d'ailleurs la base se trouve au Cameroun. Ouais, il y a 2 armées qui luttent, mais de manière farouche contre le terrorisme, est visible aujourd'hui. Il y a le Cameroun, je vais noter plus particulièrement le BIR, et il y a le Tchad. Il y a le Tchad, n'est-ce pas, avec le président Idriss Déby Itno. Lui, c'est un exemple patent. Mais vous connaissez quel est mon soutien indéfectible pour le maréchal. J'ai lu, mais franchement, il ne faut pas. Et vous voyez là, il y en a d'autres qui sautillent le contexte politique pour pouvoir le mettre en difficulté, qui avance tout droit, mais surtout qui ne se laisse pas dicter. Parce que moi, je vois l'envoi des soldats tchadiens là, dans cette zone-là comme un affront. Si le Tchad décide de sortir 1200 hommes envoyés à cet endroit-là, ça veut dire que les 1200 Français peuvent être remplacés de la force Barkhane ou de la force française dans le Sahel. Quand il envoie 1200 hommes, qu'on récupère 1200 et qu'on les renvoie chez eux. Et que le Bénin donne un contingent et les autres, et ainsi de suite. Et on verra si, de manière réelle... Est-ce que les États que vous citez ont vraiment envie d'envoyer des hommes? Ah si. L'armée béninoise forme-t-elle des gens pour la lutte contre le terrorisme? Ça a commencé, je me suis renseigné. Il réclame quoi? Vous savez que le Tchad, et mon co-débatteur ne va pas me demander, attend une ardoise que la guerre. Vous savez que je vous ai dit, quand vous tirez un tomahawk là, qui s'en va, on vous facture $800 000. Une balle de Kalachnikov qui part, un AK-47, 762 là, c'est parti, on vous facture ça, c'est pas gratuit. Qui paye? Votre sous-sol. Votre sous-sol. Puisque vous n'avez pas les moyens en liquide. Alors on prend les points stratégiques où c'est que la carte de $1 milliard a permis de savoir qu'il y a de l'or, de l'eau, de l'uranium, du manganèse. Et puis on installe ces bases là-bas et puis on s'occupe tout serait donc la faute des nations occidentales, finalement. Non, mais vous savez, en partie. Vous savez, c'est ce que je dis, l'Afrique n'est pas encore décolonisée. C'est le problème fondamental. Il faut que nous soyons décolonisés. Mais vous encouragez et vous êtes d'accord avec quelqu'un comme Idriss Déby Itno, qui pourtant non, Idriss n'est pas un saint. C'est ça. C'est-à-dire que quand on fait une analyse politique par pays, il faut le faire d'une façon spécifique. Le Tchad est un autre pays. Le Tchad, on me donne, moi je ne pourrais pas gouverner, ni toi, c'est pas possible. C'est l'enjeu. Le Tchad, depuis que le Tchad est Tchad, où est-ce que tu as trouvé? C'est Idriss Déby qui a amené la stabilité. Donc combien de présidents sont passés, des rébellions? Le Tchad mérite un dictateur. Mais non, c'est pas une... Vous savez, c'est la dictature. C'est ce que je vois, par exemple, je compare le Tchad à l'Irak. Absence de parcelle de démocratie et de liberté. Je dis... La démocratie et la liberté ne fait pas le combat contre le terrorisme. Donc il faut la dictature pour résoudre le problème du terrorisme. Vous ne laissez pas la parole. Allez-y, Lamine. Je voudrais dire, l'Irak, Saddam Hussein était bon pour l'Irak. Dites-moi le contraire. Qui sera mieux aujourd'hui? L'Irak est complètement disloqué. Au temps de Saddam Hussein, l'Irak, c'était de la discipline. Parce que c'est le comportement socio-culturel d'un peuple. C'est par son comportement qu'il faut analyser quel type de gouvernance il faut. Donc certains États méritent des dictateurs. Non, certains États, c'est-à-dire qu'ils sont dans un environnement où les gens ont grandi dans la guerre. Les gens, c'est la raison du plus fort. C'est culturel dans notre comportement arabe. Je dirais d'une manière précise, quoi. Dans certains comportements arabes. Donc, l'Irak, j'ai dit, ils ont fait l'erreur de décapiter Saddam Hussein. Jusqu'à présent, l'Irak, c'est très difficile. La démocratie occidentale en Irak, ils ne pourront pas. C'est après la mort de Saddam Hussein que le terrorisme a commencé, on saute les bombes. Mais quand Saddam Hussein était là-bas, qui va oser se faire sauter? Tu vas se faire sauter comment? Parce que plus ou moins, tout le monde vivait normalement. OK? Ils sont allés, jusqu'à présent, ils ont voulu, quand le Shah d'Iran est parti, l'Iran a dit la révolution islamique. Et les Occidentaux se sont levés pour lutter contre ça. Ils n'ont rien pu. Parce que le peuple est soudé pour la révolution islamique. Donc, c'est ce que je voudrais dire. En Libye, Kadhafi était le meilleur. Parce que Kadhafi a pu fédérer les communautés et gouverner le pays selon les communautés. Ils ont tout fait pour faire le rêve occidental en Libye. Aujourd'hui, la Libye est où?
Chacun est venu prendre une portion de la Libye pour des intérêts. Il faut arrêter ça. Alors, donc le Tchad est dans le même cas aujourd'hui. Le Tchad, quand ça désintègre au Tchad, on aura des impacts sur toute l'Afrique. C'est très sérieux. Alors c'est pourquoi je dis, quand on fait une analyse politique, il faut faire une analyse politique contextuelle et une analyse politique spécifique selon les pays. C'est là où les politologues ne font pas une très bonne analyse politique en Afrique. Et quand je dis l'Afrique n'est pas encore décolonisée, moi je préfère un président de la République qui dicte comme un Rawlings, mais qui sort son peuple du gouffre pour l'amener vers la lumière, que d'avoir des gens qui sont en costume, qui prononcent de gros mots, qui sont en train de torturer le peuple, parce qu'ils sont pires que les dictatures. C'est-à-dire que c'est la dictature démocratique, c'est ce qui est plus dangereux. Ça tue à petit feu les populations. Donc, je dis, notre faute est que nous ne sommes pas encore décolonisés, on n'est pas encore indépendants. Et ce peuple, le peuple africain, demande son indépendance. Nous ne sommes pas encore indépendants, nous sommes sous le joug. Nous avons des présidents qui sont des néocoloniales. J'ai toujours dit, parce que notre intérêt, ce qui va nous permettre d'avoir une éducation, avoir des compétences à tous les niveaux, les ressources, et ces ressources n'est pas, la population ne jouit pas de ces ressources-là. C'est un paradoxe. Ça seulement c'est un nid du terrorisme. Parce que j'ai tout vendu, j'ai dit les jeunes qui sont diplômés, c'est des millions de jeunes dans chaque pays qui sont diplômés sans emploi et qui connaissent où se situe leur problème. Et ces jeunes-là, ils sont en train de pousser ces jeunes-là à la révolte. C'est-à-dire qu'il y aura un autre changement qui va s'opérer en Afrique. La force Takuba, on en fait quoi? Takuba, Serval, machin, qui rentre chez eux. La force Takuba, c'est pas une force composée que de Français. Je sais, c'est celle-là qui est occidentale. Tout le monde dit, ouais, même l'Allemagne qui dit, je ne donnerai pas plus. Je ne rentre pas dans ce bourbier. Ils savent ce que c'est le Sahel. Ils sont seuls depuis 8 ans, ils ne règlent rien. Ouais, je vous ai souvent expliqué que le terrorisme, c'est un serpent à 1000 têtes. Vous coupez cette tête, elle repousse. La France se targue, n'est-ce pas, d'avoir eu des victoires dans le Sahel. Moi, je n'en vois aucune. Vous tuez X, Y renaît, vous le tuez, Z revient, et la nébuleuse continue. Les armées africaines ont-elles eu des victoires au Sahel contre le terrorisme? Non, c'est les armées africaines plutôt qui sont concernées. Moi, je parle de l'occupant. Je parle de celui qui vient, qui va chez la mine pour dire la mine, je vais t'aider à nettoyer ta maison. Il ne fout rien du tout. Il dort, il pue son eau, il mange son riz, et puis voilà. Et puis, il ne faut rien. Mais que fait donc les armées africaines concrètement? Les armées africaines aujourd'hui ont commencé par se structurer. Et c'est ce que je suis dans la logique du maréchal. Les belles paroles, ça ne va pas résoudre le problème. Non, ce n'est pas les belles paroles. Je vous donne des preuves. Je suis dans la logique du maréchal qui dit que l'Afrique à elle seule peut vaincre le terrorisme. Mais quand vous voyez une force d'interposition, que ce soit l'ONU, que ce soit la MINUSCA, que ce soit Barkhane, Serval, tout ce que vous disiez, mais il y a un budget qui va avec. Mais pourquoi les Africains sont incapables de payer? Permettez-moi. Il y a un budget qui va avec. Et je vous ai cité celui de la force Barkhane, c'est 1 milliard. 1 milliard d'euros, vous imaginez. Mais vous ramenez 1 milliard d'euros ici, là, dans mon pays, vous en faites un paradis. 1 milliard d'euros, mais c'est beaucoup d'argent. Et on met ça à tirer sur des gens. Et même parfois par erreur. Vous voyez ce qui s'est passé. Les gens sont en train de faire leur petit mariage là, tranquille. On va larguer des bombes là-bas des islamistes. Et ils mettent ça. Et puis, vous voyez, il y a un point sur lequel nous devons revenir dans les émissions prochaines, si vous le permettez bien. C'est les accords qui sont signés avant que ces forces-là n'entrent en action. Vous savez que la force française ne sera jamais accusée de quoi que ce soit, quels qu'en soient les dommages. C'est écrit dans les tests. Ils ne sont pas responsables des dommages collatéraux. Ça dit, je prends un avion, je viens chez lui, je bombarde et on me dit non, il n'a rien fait. Que fait nos armées africaines? Nos armées africaines sont en ce moment-ci en train de se structurer. Vous savez, vous connaissez ça va prendre combien de temps? Vous connaissez ça va prendre combien de temps la connaissez... Sous le manamiat, ça va prendre combien de temps? Écoutez, côté financement, qu'est-ce qu'on fout? On fout rien. On parle de belles paroles. Que faisons-nous concrètement? Non, permettez-moi que je termine. C'est ce que je me tue à vous répéter tous les jours. Il faut que nos gouvernants prennent sur eux
n'est-ce pas, de mettre sur pied des unités de lutte contre le terrorisme. Oui, mais vous venez d'encourager Idriss Non, Déby. je viens parce que lui, il a l'une des armées les plus farouches. Ça dure depuis 8 ans qu'Idriss Déby est rentré. C'est lui qui a mis de l'ordre à Touba. Il est rentré à Kidal, c'est lui qui a mis de l'ordre. Et chez lui, les gens essaient de venir de la Libye, il a massacré. Il est le seul. Avec le soutien de la France. Ah non. Allez-y. Non. La colonne rebelle Non, qui est rentrée au c'est une Tchad exception. a été cassée par la France. C'est une exception. Idriss Déby doit son pouvoir à la France. Ne l'oubliez pas. Idriss Déby doit son pouvoir à la France. Non. La vérité, il faut la restaurer. Lamine Cissé, je ne serais pas d'accord. Lamine Cissé, j'aimerais avoir votre avis sur cette question du financement des opérations, notamment au niveau de l'Afrique. On voit de belles théories, de beaux mots, mais concrètement, c'est du vent. Que faisons-nous concrètement pour financer ces missions-là, où nous disons qu'il faut lutter contre le terrorisme, comme d'habitude. Mais comme nous tendons encore la main à ces Européens-là. Très bien, comme d'habitude, nos chefs d'État, avant de venir au pouvoir, ils font de belles théories. Quand ils s'assoient, ils font autre chose. Ils sont habitués à ça. C'est ça qui est dans la pratique. Mais nous avons des pays qui ont une expérience terrible. Vous prenez l'Égypte. Vous pensez que l'Égypte n'a pas... C'est la première armée. Est-ce que vous pensez que l'Égypte n'a pas une expérience de lutte contre le terrorisme? L'Algérie, ils n'ont pas une expérience? La Tunisie, etc., etc. Mais si, nous avons en Afrique des pays qui ont... Mais il faut capitaliser ces expériences. C'est que l'Afrique ne parle pas d'une seule voix. Surtout. Nous n'avons pas pu mettre ensemble nos potentialités. Chacun veut s'attacher à son micro-État. C'est pourquoi je dis qu'il faut saluer l'action d'Idriss Déby. Il est en train de donner l'exemple aux autres pays. Ce que Idriss Déby fait, si tous les autres pays le faisaient, mais le terrorisme allait finir en Afrique de l'Ouest. Mais chacun est campé dans son pays, dans son micro-État là. Tu es en train de jouir de ce dont tu ne dois pas jouir. Alors, c'est ça notre problème. On n'a pas mis les compétences ensemble, les forces ensemble, les expériences ensemble. On attend tout de l'extérieur. La notion de l'indépendance et de la souveraineté se pose. Nous n'avons pas de véritables patriotes qui sont mus par l'intérêt de l'Afrique d'une manière globale, mais c'est un intérêt parcellaire qu'ils contrôlent pour tout simplement la jouissance, n'est-ce pas, éphémère et partie. Donc, je rejoins un peu, nous avons besoin des Idriss Déby en Afrique. Des Idriss Déby. Parce qu'on parle du terrorisme, le Sahel, tout ça là, mais on oublie que, par exemple, en RDC, dans les autres pays de l'Afrique, on est en train de tuer chaque jour. Tous les matins. Chaque jour, on est en train de tuer là-bas. Et les casques bleus qui sont en RDC, ça fait combien d'années maintenant? C'est plus d'une dizaine d'années. C'est presque bientôt 20 ans. Mais tout ce qu'ils ont engrangé, quand on met ça à la disposition de la RDC sera développée depuis. Mais il reste là-bas. C'est un gouffre financier, franchement. Si on mettait ça à la disposition de la RDC est partie et les conflits sont réglés. Si on mettait ça là à la disposition de l'armée de la RDC pour structurer, former l'armée, ce serait l'armée la plus puissante en Afrique. Mais ça ne va jamais se faire comme ça. Je voudrais, avant que vous posiez la prochaine opinion un peu sur ce que dit mon co-débatteur. Mais à 400% d'accord. Quand vous parlez du financement du terrorisme, je vous ai donné un exemple. Et mieux, allons dans le concret. Les 1200 hommes tchadiens là qui vont, c'est la France qui finance ça? Posez-vous des questions. Idriss Déby a retiré en temps un bataillon, vous vous souvenez? Oui. Pourquoi? Parce que ce qu'on lui a promis, on ne lui a pas donné. Pourquoi attend-il des promesses? Non. La lutte contre le terrorisme, c'est des moyens. Qu'est-ce qu'il attend? Vous dites qu'il est bon? Non, je vous pose la lutte contre le terrorisme, c'est des moyens. Et le commandement... Vous avez dit que les moyens doivent être générés par les États africains. Oui. Pourquoi attendre encore des moyens de la France? Non. Non, vous pensez que le Tchad a lui seul a des moyens qu'il faut donc les États africains n'ont plus les moyens? Non, ne parlez pas des États, parlez du Tchad. Est-ce que vous pensez que Idriss Déby à lui seul a les moyens pour lutter aussi bien à Kidal, dans le Nigeria, au Cameroun et partout? Que fait le Nigeria? Que fait le Cameroun? Que fait le Mali? Justement, pour cela, je dis, je suis d'accord avec mon co-débatteur qui dit que le président Idriss Déby l'a bien si dit, le commandement doit être unifié. Mettons-nous ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Qui paye? Mais le Tchad, à l'heure actuelle, c'est le Tchad qui paye ses hommes. Quand ils sont rentrés à Kidal, il n'y avait pas l'ONU là-bas. Hein. Vous dites qu'ils attendent de l'argent de la France. Non, mais je vous dis, quand vous allez, vous décidez de lutter
Prenez un exemple. Le Nigeria décide de rentrer dans la zone où il y a l'autre délinquant là. Il met des hommes en place. Il met une machine militaire en place. Mais il faut des moyens financiers, il faut des moyens pour le renseignement. Qui donne ces moyens-là? Encore que ceux qui sont dans le Sahel disent « Nous sommes venus les aider à lutter contre le terrorisme et on leur apporte notre soutien. » Mais le soutien dont on parle là, il n'est pas visible du tout. Idriss Déby n'a pas attendu qu'on lui donne l'argent avant de rentrer à Kidal. Vous êtes d'accord avec moi? Il est rentré à Kidal, il a remis, il a nettoyé Kidal, il a remis aux autorités maliennes. Est-ce que l'armée malienne avait les moyens en ce moment-là de faire le job? Non. Et ils ont fait reculer l'armée malienne, ils ont fait avancer les Français. Kidal est devenu ce que c'est devenu. Alors, le président du Niger, Mamadou Issoufou, estime qu'il faut imposer la paix au Mali. Selon vous, est-ce que résoudre le problème terroriste au Mali passe par une imposition de la paix? Imposer la paix? Bon, je crois que c'est son point de vue, hein. Imposer la paix doit être le facteur principal de tout combat, hein, parce que tout développement est lié à la paix. Si imposer la paix au Mali, les armes à la main. Si Youssouf le dit, je ne donne pas tellement de crédit, parce qu'on a vu le dégât que le terrorisme a fait chez lui. Il n'a pas pu régler chez lui. Alors, donc moi, je ne donne pas assez de crédit à cela. Mais ce que Hamzat a dit est important. Vous ne mettez pas le terrorisme dans un combat local. Le terrorisme est international. Donc le combat contre le terrorisme doit être international. D'où il ne faut pas renier les appuis, pourquoi pas de la France. Mais la France, quand il vient pour protéger d'abord son intérêt. C'est ce qu'il faut voir. La France ne vient pas parce qu'il aime les Africains. Mais je parle de l'État français. Que fait-on? Il faut faire la différence. Je parle de l'État français. Exact. Je ne parle pas des Français d'une manière globale. Que fait-on? Parce que nous avons chez nous des Français vraiment qui sont des Africains. Sont des gens bien. Des Africains. Ils sont vraiment... Hein? C'est ce que je voudrais dire. Je dis la France, il ne faut pas penser que la France est venue nous aider. La France d'ailleurs... Quelquefois, quelques conflits l'arrangent parce qu'il va s'installer dans ton pays. Donc on refuse. Pour géostratégiquement t'occuper. On refuse leur soutien. Qui c'est? On refuse le soutien de la France. Mais la France ne nous soutient pas, il se soutient lui, elle se soutient elle-même. Donc il faut l'écarter. Non, on est d'accord. Attends. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous dites à la France de quitter les zones d'influence et vous allez amener une autre puissance, ils vont refuser. Ça va être un conflit. Oui. Ils vont vous créer des problèmes. Parce que l'intérêt que la France a, il n'aimerait pas qu'une autre puissance vienne contrôler cet intérêt-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Kidal, Niger, tout ça là. Mais la France a un intérêt énorme. Il pense que c'est chez lui. Quand Macron dit oui, que vous voulez nous quittons. Moi, je voudrais être un des présidents de ces pays-là. Je vais les faire quitter, amener d'autres puissances. Tu vas voir, c'est eux qui vont retourner pour mettre les bâtons dans les rues, pour que nous ne puissions pas réussir. Ça dit que la France, sans cette occupation géopolitique, géoéconomique en Afrique, mais la France tombe. C'est ce qui est la vérité. Alors, on a l'impression que la France vient nous aider. Il nous aide à faire quoi? Qu'est-ce que nous apportons à la France? Prends les colonies françaises seulement. Les 14 pays, je crois, en Afrique. Prends toutes ces colonies françaises-là en Afrique. Sors l'intérêt de la France dans ces colonies françaises-là. L'impact économique sur le français va être ressenti automatiquement. Automatiquement. Le président Issoufou estime que... Mais tu ne peux pas vivre dans un endroit et tu dis qu'on vous apporte... Quelle aide il nous apporte? Le président Issoufou estime qu'il faut imposer la paix, les armes à la main, et que cela passe aussi par un renforcement du mandat de l'ONU au Mali. La paix, les armes à la main, c'est contradictoire. Imposer, donc forcément... Imposer en plus. Donc forcément nettoyer. Donc qui ne parle pas de paix? Qui parle de résolution du conflit, pas les armes. Là, je vais comprendre. Mais la paix, pas les armes, c'est deux choses que je n'associe pas. Et mieux, 10 ans nous ont permis de voir quel a été l'état, quel a été le bilan, n'est-ce pas, du terrorisme au Niger. Il n'y a rien de nouveau là-bas. Tout est vieux. Il faut que je ne vais pas conclure, mais avant de finir, je dirais ceci. Les chefs d'État doivent se mettre dans la tête qu'il faut, à l'heure actuelle, et c'est la tendance des forces, des armées de lutte contre le terrorisme. Mais il ne faut pas le faire de manière indépendante.
quitte à aller dans un coin là-bas, aller demander 2 millions par-ci, pendant que l'autre aussi, votre voisin qui est dans le même cas aussi, fait recours au même pays pour réclamer. Mais c'est ce que tous les pays font. Il faudra que, de manière unanime et unifiée, qui décide de la méthode de financement. Je vous ai donné un cas simple. C'est possible. Je vous donne un exemple. Vous savez combien d'étrangers rentrent en Afrique par jour, qui quittent l'Occident, qui viennent, qui a une taxe force sur les visas, récupérer ce qu'il y a au visa. Mais ça permet au moins, du point de vue de la logistique, aux soldats manger, se soigner. Ils auront des médicaments pour... Encore qu'il ne faut pas oublier, il y a le Covid-19 qui fait ses ravages dans nos armées. Ça, on n'en parle pas. Ceux qui sont au front, là, ils sont confrontés à toutes sortes de maladies. Qui les soigne? Qui les nourrit? Je ne parle même pas des armes. Hein. Oublions le matériel, machin. Parlons de la logistique. On mange, on boit, on se soigne, on s'habille. Des petits sous comme ça pourraient... Il faut que l'Union africaine décide, par exemple, de dire, bon, au Bénin, vous avez combien de visas à peu près de délivrés par an? Donnez-nous 2%. Chaque pays africain donne une quote-part. Ça va servir à financer le... Vous pensez que ces pays-là seront d'accord? Mais oui, mais il faut... le truc, c'est général. Il faut aller de manière unifiée. Je peux pas... Vous voyez le Sénégal? Les chefs d'État africains ont-ils cette vertu-là? Sont-ils dans cette dynamique-là? Mais s'il y en a d'autres qui le sont... Lamine Cissé. S'il y en a d'autres qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. N'est-ce pas un vœu pieux? Non, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on a les moyens de détourner. Oui. C'est des milliards qu'on détourne. Qu'on détourne par jour. Donc la volonté des chefs d'État est en cause. C'est un manque de volonté politique. Donc les chefs d'État ne le feront pas. Ils ne sont pas des patriotes. Ce ne sont pas des patriotes qui nous gouvernent. Sinon, pour régler... Mais, tu sais, s'ils sont patriotes, ils vont suffisamment se mettre ensemble. Pourquoi ils ont des difficultés à se mettre ensemble? Regarde notre organisation CEDEAO là. Les chefs d'État, pour qu'ils parlent d'une seule voix, c'est un problème. Un problème sérieux. Ils signent des accords, des protocoles. Qui ne respectent pas. Ils n'appliquent pas. Eux-mêmes, ils n'appliquent pas. Ils créent des institutions. Ces gens-là dégager 2% de budget par rapport à l'argent des visas. Il a dit, mon co-débatteur, qu'il est question ici de responsabilité politique. La responsabilité politique existe aujourd'hui. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Je donne un exemple banal. Vous décidez, en tant que président, de mettre du macadam d'ici que n'entend pas. Vous faites un parcours, vous trouvez les moyens et vous mettez votre macadam. S'ils sont d'accord, et le président Idriss Déby l'a dit, il dit d'abord, il faut que le commandement soit en pôle unifié, c'est-à-dire que la force soit commandée par des Africains, et de deux, qu'ils n'attendent pas que ce soit toujours la France, encore que vous voyez le sommet sur le financement du terrorisme, zéro. Il n'y a que dalle, on ne nous a même pas donné l'argent pour s'acheter un plat de tchèp. Donc qu'on ne vienne pas nous parler de financement du terrorisme. C'est aux armées africaines, aux dirigeants africains de se mettre ensemble. Le Togo a des potentiels. Le Togo exploite le phosphate. Que l'Union africaine s'ingère. Combien vous faites sur le phosphate? Je fais 350 millions. On peut avoir 50 millions dans l'affaire là pour régler ce qui se passe chez notre voisin. Parce que si ça brûle là-bas, ça viendra à vous. Mot de fin. Non, mot de fin, en fait, c'est de la volonté, c'est le manque de volonté politique de nos dirigeants. D'autant plus que, vous voyez, l'Union africaine, nous avons des institutions budgétivores, mais qui chacun va dans son sens là. Inefficacité. L'Union africaine doit pouvoir chapeauter les organisations régionales pour pouvoir créer une dynamique qui permet... Mais cela dépend des chefs d'État. Si c'est les populations elles-mêmes, les populations africaines, nous voulons vivre ensemble sans frontières. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Souleymane Hamzat, consultant en problématique terrorisme, faisant des questions de protection et de sécurité. Il était question donc du dernier sommet de N'Djamena sur le terrorisme au Sahel. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour notre numéro. Il a accouché d'une souris.